Question de Geoffrey. Le sénateur Laurent Lafont, dans l'After, parlait d'une peur des présidents de parler de certaines choses et de certaines personnes voulant que parler en privé. Qu'est-ce qui peut conduire à de telles peurs? Avez-vous une idée des raisons potentielles? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a chez les présidents des clubs de Ligue 1 une forme de lâcheté et d'incompétence, malheureusement, qui fait qu'ils ont réélu avec une énorme majorité Vincent Labrune, qui avait un discours optimiste par rapport à Cyril Linette, qui avait un discours beaucoup plus restrictif et qui appelait à faire des économies. C'est sûr que les mots de Vincent Labrune étaient plus chatoyants aux oreilles des présidents. Maintenant, voilà, il y en a quand même pas mal qui jouent avec leur fric, Kita, Caillot, même Chaban à Angers. Et ces gens-là, ferait bien d'avoir peut-être un petit peu plus de recul sur ces choses. Maintenant, quand on parle de la peur, j'imagine que tout le monde pense à Nasser El-Khelaifi. La peur, c'est la peur que le robinet beIN soit coupé. Et on ne cesse de parler de conflit d'intérêts, mais je rappelle, sans vouloir verser dans l'angélisme et la naïveté, que si beIN avait acheté le championnat de France de foot dans son intégralité à 600 millions cette saison, personne ne parlerait de conflit d'intérêts et tout le monde serait bien content que le championnat soit valorisé à une hauteur correcte. Et je rappelle d'ailleurs aussi que payer 100 millions un seul match par journée, c'est quand même très bien payé et que il en reste 8 pour 375 millions à DAZN. Moi, ça me fait rire cette histoire de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, il serait là vraiment en place si les dirigeants préféraient donner des droits à beIN par rapport à une concurrence. Mais là, de la concurrence, il y en a pas. Il y en a pas. Et si ça se trouve, à la fin de la saison, DAZN va se barrer et il y en aura plus non plus. Donc voilà. Et si à la fin de la saison, DAZN se barre et que beIN dit on va racheter le championnat pour 500 millions, personne ne parlera de conflit d'intérêts. Alors évidemment, on va encore me dire tu protèges ton copain Nasser. Je ne protège personne, je suis juste réaliste. Le Tibbs me dit, petite question dopage. Je suis persuadé qu'il y en a pas mal dans le football, mais un petit shoot de dopamine peut être éliminatoire pour certains. Au vu du calendrier qui devient pharaonique d'année en année, doit-on être plus tolérant avec certains produits? Moi, j'ai toujours eu la même attitude avec les produits dopants. C'est que le problème, c'est pas que ça augmente les performances des sportifs, c'est que ce soit dangereux pour leur santé et voire même parfois pour leur vie. Demain, si on découvre qu'un smoothie ananas, kiwi, brocoli augmente les performances physiques de 50% des joueurs, on va pas dire que on va pas interdire les smoothies kiwi, ananas, brocoli. Le problème, c'est qu'il y a des produits dopants qui filent le cancer, qui filent des maladies et qui font vieillir avant l'heure. Maintenant, là aussi, je suis peut-être très naïf, mais je ne crois pas au dopage institutionnalisé. Dans le football, pour une raison très simple, c'est que le football, ça commence début août et ça se termine mi-juin, voire plus tard quand il y a des grandes compétitions, et que c'est impossible de se charger 11 mois sur 12. Tu peux te charger ponctuellement quand tu as des grandes compètes et des grands objectifs, mais se charger dans le sport, voilà, je veux dire, tu vas te charger pour être en forme pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais si t'es pas chargé pour les huitièmes et que tu passes à la trappe, à quoi ça va servir? Donc voilà, je pense qu'il y a des footballeurs qui doivent se doper sur certains matchs ponctuellement et de façon individuelle. Le dopage institutionnalisé, comme il y a pu en avoir un à un moment donné à la Juve, j'y crois plus aujourd'hui. Kéké Détente me dit, as-tu jeté un œil sur le match de District retransmis dans les conditions d'un match de Ligue 1 sur beIN? J'ai regardé et j'ai trouvé cette initiative super sympa. Je suis vraiment passé devant quelques minutes. Ce que je trouve super sympa, c'est l'initiative de beIN de faire ça avec vraiment l'habillage d'un match de Ligue 1. Je trouve ça vraiment super de leur part. Maintenant, vous ne m'en voudrez pas de ne pas être client de ça.
Voilà, là j'avais un week-end où j'avais qu'un match, c'est celui des Bleus. J'allais pas m'infuser un match de régional en plus. Voilà, j'ai préféré aller me promener et prendre l'air plutôt que de ça. Mais il n'empêche que l'initiative est chouette. Gaudi44, j'aimerais connaître ton avis sur les contre-performances successives de Carlo Alcaraz. Quel dommage de ne pas profiter de l'absence de Sinner pour empocher des titres. Et là, je suis à 2 doigts de descendre du train Alcaraz et pourtant j'étais un des premiers à monter dessus parce que c'était presque le successeur de Federer dans mon cœur parce qu'il avait ce côté emballant dans son tennis. Mais là, je suis désolé de le dire et ça fait un moment que je trouve qu'il joue bêtement. Il veut taper plus fort et plus vite que son adversaire et quand l'adversaire arrive à contrer ça, il est démuni, il a pas de plan B, il abuse des amortis et sa défaite en demi-finale à Indian Wells contre Draper est vraiment il est pris à froid par un super Draper, il perd 6-1 le premier set, il réagit très bien, gagne 6-0 le deuxième et même s'il y a eu une erreur d'arbitrage en sa défaveur dans le troisième set, il perd le fil, il est pas et je pense que là Ferrero doit avoir un travail tactique. Alors maintenant, il va arriver les tournois sur terre battue qui est certainement sa meilleure surface avec le gazon et surtout que faut pas oublier qu'il vient de gagner l'année dernière, il a gagné Roland et Wimbledon, il a donc 4000 points à défendre et que des défaites prématurées dans ces grands tournois pourraient le faire plonger très fort dans le classement. C'est décevant parce que il a un talent fou et que je trouve qu'il l'utilise très mal. Jeff Sensei me dit encore un match sans marquer pour Mbappé. Cependant, j'ai trouvé qu'il a pesé dans ce match. As-tu été déçu de son match? Non, pas du tout. Alors, vous le savez, il paraît que c'est mon fils, donc je trouve tout ce qu'il fait formidable, mais j'ai trouvé qu'il s'était mis au service de l'équipe. D'abord, j'ai aimé son attitude à l'échauffement pendant le match. J'ai trouvé très fédérateur. Je l'ai trouvé pour le coup très capitaine dans ce match. Il s'est mis au service de l'équipe en première période. Il est à l'origine des 2 buts en provoquant le coup franc transformé par Olysée, puis en faisant l'avant-dernière passe à Olysée sur le centre en retrait pour Dembélé. Pendant presque les 90 minutes, c'est Mbappé qui a été au service de l'équipe et pendant la prolongue, c'est l'équipe qui s'est mise au service d'Mbappé. Il a eu 3 occasions, les 3 bien repoussées par Livakovic, dont la dernière qui ressemble presque trait pour trait à celle au but qu'il a mis en finale de la Coupe du Monde. Bon, il a mis son péno. Moi, je trouve que voilà, s'il renouvelle ce genre de performance, les buts vont venir. Penacino Jean-Paul me dit: as-tu déjà eu des soucis avec les agents de joueurs lorsque tu étais dirigeant ou en tant que journaliste? Tu sais, quand tu fais la rubrique des transferts à l'équipe, les agents sont tes amis, parce que c'est eux qui te donnent des infos, généralement sur des joueurs qu'ils n'ont pas sous contrat, mais sur les autres, pour faire diversion ou écran de fumée. Et quand j'étais dirigeant, ouais, j'ai eu quelques mecs dont un a essayé de me faire un peu du troc et puce. Non, je te donne pas celui-là, mais tu vas me prendre celui-là. Bon, on lui dire t'es gentil, on va prendre qui on veut. Et puis il y en avait un qui m'avait envoyé des vidéos d'un gardien et je lui avais dit mais même sur tes vidéos il est nul, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ce mec-là, quoi. Vince me dit: si vous avez du temps, pourriez-vous vous investir personnellement dans le club de foot du coin en tant que dirigeant ou dans la politique en tant qu'adjoint au sport? Alors tu sais, là je vais habiter, là où je vais être, ça va être entre Guérande et Saint-Liphard, mais ça dépend de Saint-Liphard. J'ai été une fois voir l'équipe de foot de Saint-Liphard. Ouais, je pourrais devenir dirigeant de Saint-Liphard, de Saint-André-des-Eaux, ou voir de La Baule, si tant est qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au foot à La Baule, ce qui reste très discutable. Le problème, c'est que tous ces activités ont lieu le week-end, et que moi, le week-end, j'ai mes matchs de Ligue 1. Et puis, adjoint au sport, non, pas de politique pour moi, c'est vraiment pas mon truc. Geoffrey me dit: question hors foot, que fait Pierre Ménès lorsqu'il n'y a pas ou pas de match à la TV à débriefer? Il vit. Il profite du soleil qui commence à être de plus en plus présent. Il va manger avec des amis, il va à la piscine, il va surveiller le chantier.
Après avoir enregistré ça, il emmène Edison chez l'ostéo et puis il va passer sur le chantier, voir où ça en est. Voilà, il vit comme un retraité qu'il est. Yvous me dit, Griezmann n'a pas voulu d'hommage hier comme Giroud. Ne penses-tu pas qu'au fond, Griezmann souhaite être rappelé pour une dernière pige avec les Bleus en 2026? Je pense que Deschamps a tourné la page de son côté et les jeunes sont nombreux à pouvoir postuler. Je pense qu'on en est tous aux supputations avec Griezmann et que c'est sa faute parce que c'est lui qui le veut bien. Hein. C'est lui qui a pas donné de clé sur son arrêt. Voilà, il a dit stop, il a fait son petit message bien propre, bien poli, mais on sait pas, donc toutes les suppositions sont possibles. Est-ce qu'il a pas aimé la manière dont Deschamps l'a traité à l'Euro? Est-ce qu'il a pas aimé que Mbappé lui soit préféré pour le brassard? Est-ce qu'il voit qu'il est moins bien physiquement? Parce qu'il faut aussi le reconnaître qu'il est moins bien physiquement avec l'Atlético depuis quelque temps. Voilà, il laisse ce doute planer et il le laisse volontairement, hein, parce que s'il voulait s'exprimer, il aurait qu'à le faire. Je pense en plus, ça c'est très personnel, je pense s'il voulait un hommage, il le voulait seul et certainement pas le partager même avec Olivier Giroud, avec lequel il s'entend très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego quand même aussi dans tout ça, mais je pense effectivement que maintenant ça va faire 1 an que Griezmann a arrêté l'équipe de France et qu'il va falloir passer à autre chose. Kevin Thomas, 1988, me dit « Quel était selon vous le meilleur des 4 musculaires? Personnellement, j'adore mon fils et sans les 4 ovnis du tennis, je pense qu'il aurait pu gagner un grand chelem, notamment Roland. Le connais-tu et qu'en penses-tu » Donc ça, j'ai déjà répondu sur Gaël dans une question précédente. Les 4, le plus grand talent tennistique, c'était Gasquet, mais il n'avait pas le physique de ses ambitions. Gilles Simon a été top 10 avec ce jeu, ce qui est un prodige, vraiment un prodige qui mérite beaucoup de considération parce qu'il n'avait quand même pas beaucoup de qualité de frappe. Hein. Tsonga a été le plus près puisqu'il a été en finale d'un tournoi du Grand Chelem en explosant Nadal en demi-finale. Il a quand même aussi battu Federer en 5-7 à Wimbledon. Il a gagné Montréal en battant Djokovic et Federer dans le même tournoi. Donc je pense que c'était lui qui était le plus proche du Graal, parce qu'il avait un fusil à pompe au service et au coup droit, sauf que quand ce fusil à pompe s'enrayait, il n'y avait pas de plan B. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Gaël a fait fausse route dans ses choix tactiques à une époque, puis il a aussi eu des pépins physiques, et je pense que ce couple avec Svitolina lui fait grand bien au point de vue tennistique aussi. Éric Gauthier me dit, quel est ton ou tes plats préférés dans la cuisine de Mélissa? Je vais pas faire le faux cul, mais j'aime tout ce qu'elle prépare, parce qu'elle a un don pour associer les épices, faire des mariages. Ses cuissons sont toujours extrêmement bien maîtrisées, et j'ai hâte de la voir lancer son projet de traiteur à partir du mois de septembre. Ne vous inquiétez pas, on communiquera largement sur les réseaux lorsqu'elle lancera ce projet qui sera à la fois traiteur à domicile, cours de cuisine, table d'hôte. On fera probablement même des tables d'hôte foot autour des matchs avec moi, donc ce sera sympa. Jonathan Jamais me dit « Attention, cette question est explosive. Tadam. Au vu de ce qui s'est passé hier, France Insoumise est-il un parti antisémite et ne trouves-tu pas que les autres partis de la gauche, PS, ELV, PCF, devraient rompre avec lui en te remerciant par avance ?» Déjà, c'est pas mon problème. Hein. Comme vous pouvez le remarquer, je m'exprime assez rarement au niveau politique, parce qu'encore une fois, je pense que j'ai pas la légitimité pour ça. Moi, je pense que si j'étais électeur de la... Une fois que j'ai dit ça, je vais quand même en parler. Je pense que si j'étais électeur de la France Insoumise, je serais très en colère contre les vedettes de mon parti qui, avec leur antisémitisme évident, prennent en otage et nuisent finalement aux belles idées que peuvent parfois avoir la France Insoumise. Après, il y a un tel écart entre le PS et la France Insoumise que faut vraiment que ce soit lâcheté et compagnie pour trouver une formule pour s'associer dans les élections. Mais voilà quoi. Je pense pas qu'un électeur de la France Insoumise soit plus antisémite qu'un autre.
Je pense, en revanche, que les vedettes de ce parti, les Mélenchon, Rima Assad, Giraud, Bernaclis, Léo Mon, Aymeric Caron, sont tous effectivement des antisémites totaux. Marco me dit, j'ai revu dernièrement la séquence de ton retour au CFC, c'était un beau moment d'émotion, tout le monde avait l'air touché sur le plateau, y compris les gens avec lesquels tu t'es brouillé aujourd'hui. Que reste-t-il de ce moment? Un grand souvenir, évidemment, mais un grand souvenir que j'avais tellement vécu dans ma tête avant. C'était vraiment quelque chose qui m'a... Dès que j'ai quitté l'émission, le 26 août 2016, là où je suis supposé avoir soulevé la jupe de l'autre, jusqu'à mon retour au mois d'avril, j'ai vécu et je me suis servi de cette motivation de revenir à l'antenne, pas pour refaire de la télé, parce que finalement, c'est ce que je pensais à l'époque et c'est ce que m'a confirmé aujourd'hui, c'est que je vis très bien sans être à la télé. Mais c'était pour réacter mon retour à la vie, mon retour à la vie active, au travail. Et voilà, et ce retour, je l'avais tellement vécu que finalement, je l'ai vécu avec énormément de recul. C'est pour ça que j'ai pas pleuré, même si le moment était effectivement très émouvant. Moi, j'avais tellement fait le match avant le match que effectivement, il y avait une belle émotion, notamment une belle émotion d'Hervé que je ne peux pas oublier non plus, même si je lui en veux pour d'autres choses aujourd'hui, mais je peux pas oublier ça. Et il y a des gens qui me disent t'es quand même bien sympa, ou alors tu veux revenir à Canal, c'est pour ça que tu leur fais régulièrement des lipettes. Non, je suis juste, et je trouve que Canal a raison sur beaucoup de choses qu'ils ont pour gérer leurs histoires, et je ne peux pas, je suis désolé, je ne peux pas oublier la façon exceptionnelle dont ils se sont conduits avec moi pendant toute ma maladie et pour mon retour, l'interview avec Hervé en plateau la veille du CFC, tous les gens du public avec le t-shirt CFC Rebirth, voilà, la vie c'est une balance et effectivement la balance elle pèse dans le côté positif pour Canal, même si effectivement la fin a été moins belle. Alexandre Nadalojo me dit, sur cette fin de saison, des équipes comme Brest, Auxerre, Toulouse ou Rennes ou ne vont plus avoir quelque chose à jouer sur cette fin de saison et vont jouer les arbitres dans la lutte pour l'Europe et pour le podium. Est-ce que tu vois ces équipes jouer le jeu jusqu'au bout ou vois-tu plusieurs de ces équipes terminer en roue libre? C'est difficile de terminer en roue libre parce que les joueurs ont des objectifs personnels. Les équipes aussi, il faut voir que plus tu es bien classé, plus tu prends d'argent dans les droits télé, même s'il en reste peu, c'est quand même toujours le cas. Effectivement, il faut aussi espérer qu'il y aura une conscience professionnelle, mais il n'est pas dit qu'effectivement, toutes ces équipes vont jouer tous leurs matchs à fond. Mais bon, ça c'est une circonstance qu'on a quand même l'habitude de vivre dans le football. Johnny Domar me dit, que penses-tu du fait que lors de l'Euro 2025, la sélection des Bleuets ne puisse pas compter sur les jeunes engagés dans le mondial des clubs? Mais quels jeunes? Parce que bon, Zahir Emery et Doué pourraient être concernés, mais bon, ils sont sélectionnés avec Léa et j'imagine qu'ils seront pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Donc je vois pas beaucoup quels sont les joueurs qui sont concernés à la fois par le mondial des clubs et par l'Euro Espoir, en tout cas en France. Donc voilà, mais de toute façon, quelque part, tu as raison, c'est quand même incroyable que l'UEFA et la FIFA, qui de toute façon, on le sait, se tirent la bourre, continuent à se faire que des trucs comme ça se juxtaposent.